Magazine pluriel. Odette Pira. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre dans cette édition Magazine pluriel. Au sommaire, lutte traditionnelle et Vala édition 2024. Le lancement des festivités a eu lieu ce matin à Pia en présence du chef de l'État Faure Sozmna Nyazingbe. 3 accords de financement signés hier à Lomé entre le Togo et la Banque mondiale. Ces fonds seront injectés, entre autres, dans la transformation de l'administration et l'électrification du pays. Le Togo bénéficie de matériel de sécurité, un don de l'Organisation internationale de migration pour renforcer la sécurité dans la région des savanes. 2 invités dans cette édition. Notre premier invité est Paka Maza Jonas, secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. Il va nous parler des actions menées par le Togo dans ce domaine. Notre deuxième invité, Abba Kimelabalou, président de Aplusia, va nous faire l'état des lieux de la lutte contre la corruption au Togo. Autre sujet au menu de cette édition, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Direction Kara, la préfecture de la Kosa renoue avec l'une des traditions ancestrales les plus prisées et les plus populaires du pays. Il s'agit des luttes traditionnelles et Vala dont l'édition 2024 a démarré ce samedi dans le canton de Pia en présence du président de la République Faure Sozmna Nyazingbe. Il avait à ses côtés plusieurs autres personnalités togolaises et étrangères. Alice Berthe Baranda, en attendant votre élément depuis Kara, vous avez cherché à savoir comment les jeunes sont préparés à bien lutter avant l'étape proprement dite des luttes en pays Kabylie. La question a été posée à un aîné du milieu, notamment le professeur Tchalim Tom Erazo, doyen honoraire de la FASEG à l'université de Kara. Tout parent est un éducateur. Lorsque vous avez des enfants qui sont censés lutter, il faut les préparer. Et l'encadrement, c'est dès le bas âge. Il y a des maisons où on dit, ah, cette maison-là, c'est une maison des lutteurs. Donc ça veut dire que dans le passé, toutes les générations qui sont passées, il y a eu d'éminents lutteurs dans ces maisons-là. Mais il y a des maisons dans lesquelles il n'y avait pas de lutteurs, mais où des lutteurs émergent. Donc la lutte, c'est depuis l'enfance. Si ce n'est pas que de nos jours, les enfants n'aiment pas prendre part aux travaux champêtres. Moi, je me rappelle, quand nous étions encore enfants, à chaque fois qu'on allait au champ, à la fin, on luttait. Et à l'approche des luttes, c'est imprudent d'aller d'un quartier à un autre, ou bien d'un village, ou d'un canton à un autre, parce qu'il y a des barrières où on vous fait lutter. Et ça s'apprend donc dès le bas âge. Mais de nos jours, bon, ce n'est pas le cas. Les jeunes n'ont pas le temps. Nous, quand on le faisait en étudiant aussi. L'école, si tu veux vraiment participer, tu quittes très tôt et tu participes déjà à 6h, 6h30, tu as fini, tu vas. Bon, donc, ils doivent faire tout pour que les enfants sachent que déjà, à un certain âge, ils seront initiés et leur prestation lors de ces luttes fera l'honneur de leurs parents. Donc, les parents jouent réellement le rôle d'éducateur et d'encadreur. Pia Lao contre Pia Laoba sont affrontés sur le terrain de Kanyalade. Score final chez les Evalaro l'emporte sur Ba 38 contre 22. Chez les Arozaba gagne Arozaro 22 contre 9. Retour à Lomé. 3 accords de financement ont été signés hier à Lomé entre le Togo et la Banque mondiale. Ce nouveau partenariat porte sur 3 axes: la transformation de l'administration togolaise, l'accélération de l'accès à l'électricité et le soutien aux réfugiés dans la région des savanes. Félix Sissoko, représentant résident de la Banque mondiale au Togo. Il faut dire que ce nouveau cas de partenariat est un tournant dans les relations entre la Banque mondiale et le Togo. Il est beaucoup plus ambitieux, non seulement au niveau des montants, mais aussi au niveau des résultats que nous espérons atteindre. Il est aussi très ambitieux dans les modalités de mise en œuvre. Nous allons utiliser des programmes totalement différents, axés sur les résultats, avoir une approche plus programmatique, plus spatiale. Donc ce que nous voulons, c'est le Togo 3.0 et la Banque mondiale accompagner
le Togo dans la délivrance plus forte des services socio-économiques, dans la transformation structurelle de l'économie togolaise, pour donner des opportunités économiques à tous les Togolais. Cet appui se veut une réponse au plaidoyer fait par le chef de l'État, Sani Yaya, ministre en charge de l'économie. C'est ici le lieu d'adresser toute ma gratitude au groupe de la Banque mondiale pour sa détermination et sa volonté manifeste à travailler de concert avec le gouvernement togolais pour relever les défis de développement, réduire la pauvreté, accroître la prospérité partagée et promouvoir le développement durable. Parlons sécurité à nos frontières. Le ministre de la Sécurité a reçu hier un lot de matériel visant à renforcer la sécurité au niveau des postes frontaliers dans la région des Savanes. C'est un don de l'Organisation internationale de migration avec l'appui financier des gouvernements allemands et des États-Unis. Le compte rendu avec vous, Angela Montodi. Le don est composé de 2 autos, 12 motos, 10 détecteurs de métaux, 6 miroirs de contrôle véhicule, 19 radios VHF, 13 loupes pour la détection des faux documents, ainsi que des équipements informatiques. Madame Fatou Ndiaye Diallo, chef de mission de l'OIF pour le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire, situe le cadre de ce don. Le Togo, à l'instar des autres pays de la sous-région, fait face aux défis existants et émergents en matière de sécurité aux frontières, notamment l'extrémisme violent, les urgences de santé publique et les crises humanitaires. Face à ces défis, l'OIM propose une approche holistique et intégrée de la gestion des frontières comme réponse dans 5 domaines stratégiques, notamment le renforcement de l'infrastructure de l'équipement des frontières, un système d'information pour la gestion des frontières, la coopération transfrontalière et régionale, la gestion humanitaire des frontières et enfin l'engagement des communautés frontalières. Donc cette cérémonie de remise partielle des équipements de patrouille ce matin et des matériels informatiques constitue une étape importante des projets dénommés renforcement de la sécurité des frontières et la résilience des communautés frontalières dans le golfe de Guinée. Cette cérémonie marque une avancée significative dans les efforts visant à améliorer la gestion des frontières et promouvoir la sécurité régionale. Le ministre en charge de la sécurité, Kalis Madzulba. Les équipements mis à la disposition du ministère de la Sécurité et de la Protection civile en termes de moyens logistiques, d'équipements, notamment de véhicules, de motos et matériel bureautique au profit des postes frontaliers de Polo et de Tamang, viennent à point nommé et répondent à un besoin réel et pressant. En outre, ils s'inscrivent en droite ligne des initiatives mises en œuvre par le gouvernement afin de renforcer les moyens opérationnels des forces de sécurité. Grâce à ce matériel que nous recevons aujourd'hui, nous serons mieux équipés pour accomplir cette mission avec plus d'efficacité et de professionnalisme. La cérémonie a vu la présence effective des ambassadeurs de l'Allemagne au Togo et du chargé des affaires de l'ambassade des États-Unis au Togo. Angèle Runtodi, la formation des 40 innovateurs et chercheurs togolais a pris fin hier à Lomé. Ils ont été formés sur les techniques de rédaction de projets de recherche et la recherche de financement. En effet, le Togo regorge d'innombrables chercheurs et innovateurs qui ne souhaitent qu'à être accompagnés pour émerger. C'est dans ce contexte que la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, a rassemblé certains pour leur fournir quelques rudiments. Nathalie Bito, présidente de la CCI Togo. On a pris 40 personnes selon la pertinence de leurs travaux puisque c'est à la suite d'un inventaire que nous avons effectué sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agissait pour nous avant tout d'échanger avec eux sur comment dénicher un projet de recherche. Puis comment manager un tel projet et enfin comment mobiliser des financements pour implémenter le prototypage et aussi donc l'élément qu'on peut mettre sur le marché. Nous croyons fortement que c'est seulement la production qui permet d'avoir ou d'atteindre le développement. Il suffit de regarder tout simplement les pays développés. Vous verrez effectivement que c'est ça qui leur a permis de sortir la tête de l'eau et de devenir ce qu'ils sont devenus et qu'aujourd'hui nous les admirons. Et nous voulons, nous, au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, faire en sorte que le Togo fasse la différence en matière de recherche et développement, en matière d'innovation.
Outre le volet rédaction, management, financement de projets de recherche, les 40 participants ont aussi été édifiés sur la notion de propriété intellectuelle. Patal Kofi, directeur de l'innovation et de l'intelligence économique, formateur. Il ne s'agit pas seulement d'inventer. Il faut inventer, mais il faut protéger son invention. Il faut protéger son innovation. Alors donc il fallait expliquer aux innovateurs et aux inventeurs pourquoi il faut protéger, comment il faut protéger et quelles sont les différentes formes de protection selon que ce soit une invention ou bien tout ce qui est idée, produit et qui doit être protégé. Parlons santé à présent, fin hier à Lomé des travaux des 4e journées scientifiques sur le VIH-Sida. Il était question de mieux se préparer pour une prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Vincent Piché, président du comité d'organisation. Les journées nationales permettent de regrouper la plupart des acteurs qui sont dans l'intérieur, notamment qui sont au milieu communautaire, qui sont associatifs, qui n'ont pas les moyens de sortir. Quelqu'un qui a Cara, qui a Daparon, quelqu'un qui a Couvé, qui est communautaire, qui est confessionnel, qui fait du bon travail. C'est l'occasion pour lui de venir présenter ses travaux, son expérience, et venir aussi écouter. Parce que dans le milieu scientifique, on partage l'expérience des gens plus expérimentés, on fait connaître les recherches, et les gens qui sont moins expérimentés profitent des gens expérimentés en partageant les données objectives avec tous les acteurs du terrain, qu'on s'accorde sur les meilleures stratégies d'intervention et qu'on bâtisse ensemble les meilleures interventions pour impacter les populations. Notre but, c'est d'abord s'occuper de nos populations pour que nos jeunes ne soient pas infectés, que les personnes PVH qui sont connues PVH ne meurent pas de sida en fait. Après 40 ans de lutte contre le VIH-Sida, le Togo peut être fier des résultats obtenus en matière de prévention et de traitement de cette maladie. Angèle Maboudou, conseiller en formation stratégique à l'ONU-Sida. Le Togo a fait d'énormes progrès en matière de lutte contre le sida en termes de réduction des nouvelles infections. Depuis 2010 à 2020, sont réduites de plus de 60%, de même que les décès liés au VIH-Sida. Les indicateurs de couverture aussi sont nettement améliorés, notamment les personnes qui connaissent leur statut sérologique. On est à 88%. La cible, c'est d'arriver à 95% en 2025. Les personnes qui sont sous traitement, on est à 84%. Et les personnes qui ont une charge virale supprimée, on est à 68%. Donc c'est vraiment énorme comme progrès par rapport aux 2, 3, 4, 5 dernières années. Au chiffre moyen de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le Togo est toujours dans le peloton de tête. La lutte contre la prise de drogue préoccupe l'ONG Recherche, Action, Prévention et Accompagnement RAPA. L'organisation non gouvernementale a organisé un point de presse mercredi dernier dans le cadre de la Journée mondiale contre l'abus et le trafic de drogue. Charlotte Aha. Le problème mondial de la drogue représente un défi à multiples facettes. Il touche la vie de millions de personnes dans le monde. Qu'il s'agisse d'individus souffrant de troubles liés à l'utilisation de substances ou de communautés aux prises avec les conséquences du trafic de drogue et de la criminalité organisée, les répercussions de la drogue sont vastes et complexes. La Journée internationale de lutte contre la drogue le 26 juin dernier a mis l'accent sur la prévention. C'est dans ce sens que l'ONG RAPA était face à la presse. La recherche des voies et moyens pour limiter et accompagner les consommateurs sont au cœur de ces actions. Pour la vice-présidente de l'ONG RAPA, Akua Kamadjouna, l'accent doit être mis sur la sensibilisation afin d'interpeller le public sur la discrimination et la stigmatisation. Les usagers en sont souvent victimes. Il s'agit également pour Kamadjouna de renforcer la réplique pour lutter contre ce problème de santé publique et de société. Les professionnels des médias ont de ce fait un rôle crucial à jouer dans cette bataille, a-t-elle confié. La prévention permet d'éviter de nouveaux cas d'usage de substances afin de réduire les risques sur la santé physique et mentale, sur la vie familiale, professionnelle et sociétale des consommateurs de drogue.
À l'étranger, au Kenya, une dizaine de corps ont été retrouvés hier à Mukuru, un bidonville de Nairobi, la capitale. Le bilan pourrait encore s'alourdir car les fouilles de la police ont été interrompues en fin d'après-midi par un mouvement d'humeur des riverains. Il y a 15 jours, des manifestations contre un projet de loi de finances ont été violemment réprimées par les forces de l'ordre. Au Rwanda, la campagne pour les élections législatives et la présidentielle de lundi prochain touche à sa fin. Le président Paul Kagame tient ce samedi son dernier grand rassemblement politique à Kigali. 2 autres candidats sont dans la course face à lui. Rubrique invitée à présent, la 8e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption a été célébrée jeudi dernier. Au Togo, le gouvernement a mis cette lutte au cœur de ses préoccupations. Ce samedi, nous recevons Abba Kimelabalo, président de Aplusia. L'entretien portant sur l'état des lieux de la lutte contre la corruption au Togo ainsi que les défis à relever. Il est au micro de Angèle Montodi. Monsieur Abba Kimelabalo, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le président de Aplusia, la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. La journée africaine de lutte contre la corruption a été observée le 11 juillet. Pourquoi une journée dédiée à cette lutte? Je vous remercie de me donner l'opportunité pour m'exprimer sur cette journée africaine de lutte contre la corruption qui a été célébrée le 11 juillet. Vous savez, l'Afrique est une grande victime de la corruption. Ayant pris conscience de cela, elle a adopté le 11 juillet 2003 à Maputo, Mozambique, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Et cette convention doit être mise en œuvre par les États parties. Et donc, la célébration du 11 juillet comme journée africaine de lutte contre la corruption permet à l'Union africaine et à ses États de faire le point de la mise en œuvre de la Convention, de relever les progrès qui ont été réalisés et surtout de voir si tout a bien marché. Est-ce que les défis sont à relever et dans cette mesure, formuler des recommandations aux pays, aux États membres pour prendre des mesures idoines en vue d'implémenter efficacement la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Chaque année, le Conseil consultatif de l'Union africaine choisit un thème pour célébrer l'événement. Quel est le thème qui a été choisi pour l'édition 2024 et pourquoi ce choix? Pour cette 8e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption, le Conseil consultatif de l'Union africaine a choisi le thème intitulé « Mécanisme efficace de protection des lanceurs d'alerte, un outil essentiel dans la lutte contre la corruption ». Et ce choix est guidé par les dispositions pertinentes de l'article 5.5 de l'Union africaine qui recommande aux États parties de prendre des mesures administratives et autres pour protéger les informateurs et les témoins dans le cas de corruption d'infractions assimilées, y compris leur identité. C'est pour dire que la protection des lanceurs d'alerte est prévue par la Convention de l'Union africaine et il fallait faire en sorte que cette disposition conventionnelle soit mise en œuvre. La corruption est un fléau qui menace la tranquillité des pays. Monsieur le Président, dites-nous à présent l'état des lieux de la lutte contre cette pratique dans notre pays. Puisque nous sommes dans le cadre de l'Union africaine, de la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine, la Convention de l'Union africaine a prévu 4 piliers essentiels dans la prévention et la lutte contre la corruption. Il y a d'abord les mesures préventives, les incriminations d'actes de corruption, la mise en place des organes en charge de lutte contre la corruption et enfin la coopération nationale et internationale. S'agissant des mesures préventives, le Togo a adopté des textes prévoyant les organes de contrôle et de régulation. Le Togo a également mis en place la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et lui a assigné le mandat de prévenir les actes de corruption à travers les actions de sensibilisation, d'éducation, d'information, de formation des populations pour un changement de comportement. Et toujours sur le plan préventif, le Togo a prévu à travers des textes la déclaration des patrimoines. Et cela permet d'éviter l'enrichissement illicite des responsables publics. Et donc, à travers ces textes,
le Togo, notre pays, met en œuvre les mesures préventives édictées par la Convention de l'Union africaine. Et je voudrais d'ailleurs dire que le Togo a actuellement un projet de stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption. Quand bien même elle n'est pas encore approuvée par le gouvernement, les autorités en charge de sa mise en œuvre ont commencé à le faire. Et donc, le Togo est en phase avec la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Sur le volet répression, le Code pénal de 2015 a incriminé toutes les formes de corruption. La corruption elle-même et les infractions assimilées et toutes les autres infractions qui peuvent être considérées comme voisines à la corruption. Et c'est pour dire que sur ces plans également, le Togo est en conformité avec la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Et sur le plan coopération, le Togo a adhéré à plusieurs conventions, aussi bien sur le plan sous-régional, régional qu'international, pour permettre d'animer la coopération sur la base des différents accords auxquels le Togo est parti. Et également sur le plan national, ne serait-ce que pour ce qui concerne la Halpucia et les autres entités, il y a création d'un cadre de concertation et de coordination sur la prévention et la lutte contre la corruption qui regroupe la Halpucia, les organes de contrôle et de régulation, les organisations de la société civile et le secteur privé pour fédérer leurs efforts dans la prévention et la lutte contre la corruption dans notre pays. Vu ces nombreux efforts, quels sont les défis qui restent à relever? La lutte contre la corruption est très complexe et il faudra que toutes les entités, tous les pans de la société soient associés à cette lutte. Et sur le plan national, il faudra que dans la définition des politiques publiques, le Togo prenne en compte la dimension lutte contre la corruption. Il faut également que dans le secteur privé, que les entreprises puissent adopter des normes anticorruption pour permettre d'assainir et d'assurer la transparence du secteur privé. Il faut également que la participation citoyenne soit au rendez-vous. La société civile dans son ensemble doit contribuer aux côtés des autres acteurs impliqués dans la prévention de la lutte contre la corruption pour apporter sa contribution à la lutte contre le fléau de la corruption. Nous attendons également que les autorités poursuivent les efforts de la mise en place de l'administration électronique pour que tous les services de l'État soient vraiment digitalisés et faciliter les transactions sans contact physique qui parfois contribuent à la commission des actes de corruption. Et il faut enfin que toute la population adhère à la prévention et à la lutte contre la corruption, que la population elle-même prenne conscience pour qu'elle cultive en son sein les valeurs d'intégrité, les valeurs d'honnêteté, les valeurs de responsabilité et ainsi contribuer à la lutte contre la corruption. Monsieur Abba Kimelabalou, je rappelle que vous êtes le président de Halpucia. Notre entretien tire vers la fin. Votre mot de fin. Je voudrais d'abord remercier les plus hautes autorités de l'État, en l'occurrence son Excellence M. Faure Sozina-Gnassingbé, président de la République, pour les efforts continus qu'il ne cesse de déployer en vue d'assurer une lutte efficace dans notre pays et de faire la promotion de la bonne gouvernance. Sous son leadership éclairé, des organes de contrôle et de régulation ont été mis en place. Ces organes bénéficient des moyens pour leur fonctionnement. Également, sur son leadership, la Halpucia continue de bénéficier des moyens nécessaires à son fonctionnement et lui permet de mener à bien ses missions. Vous savez, le chef de l'État actuellement a donné une autre dimension à la promotion de la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. La preuve en est que la nouvelle constitution a créé la haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption en remplacement de la Halpucia. Cela démontre sa nouvelle vision à la lutte contre la corruption et la dimension nouvelle qu'il veut donner à la politique d'assainissement, de transparence dans la gestion des affaires publiques. C'est pourquoi il est important que toutes les populations adhèrent à sa politique et contribuent à l'éradication du fléau de la corruption dans notre pays. Et pour ce qui concerne vraiment cette population, je voudrais relever que la lutte contre la corruption n'est pas l'affaire d'une seule personne, n'est pas l'affaire seulement du gouvernement, de la Halpucia ou des organes de contrôle. C'est une affaire de tout le monde
Donc la lutte collective est plus efficace. C'est pourquoi elle doit contribuer à lutter contre la corruption en dénonçant les actes de corruption sans crainte. Parce que les dispositions juridiques, les mécanismes sont mis en place pour assurer leur protection en cas de représailles éventuelles contre les personnes dénoncées. Monsieur Abba Kibelabalou, merci. Le merci plutôt à vous. Angèle, merci à vous et à votre invité. On revient sur notre premier invité. Le 9 juillet dernier, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de la destruction des armes légères. Pour l'occasion, nous recevons Paka Maza Jonas, secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. Il nous parle des actions menées par le Togo pour lutter contre les menaces que représentent ces armes. Il répond aux questions de Alou Noywe. Baka Maza Jonas, vous êtes le secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. Qu'entend-on par armes légères? Les armes légères, il y a plusieurs définitions. Mais celle qui est retenue au niveau du droit communautaire, je veux dire la Convention de la CEDEAO, dit que ce sont des armes portables destinées à être utilisées par plusieurs personnes. Et en exemple, on nous parle des mitrailleuses lourdes, on parle de lance-grenades, on parle aussi des canons anti-chars et les mortiers de calibre inférieur à 100 mm. C'est important. Quand c'est au-delà de 100 mm, nous sortons du cas des armes légères. Mais pour être simple, parce que il y a une différence entre ce qu'on appelle armes légères et armes de petit calibre. Mais les armes légères sont celles-là qui sont détenues par au moins 2 personnes. Maintenant, lorsqu'on va parler des armes de petit calibre, ce sont celles-là, on dit souvent c'est les armes de poing qui sont utilisées par une personne. Souvent, nous voyons les forces de défense et de sécurité, notamment les policiers avec un pistolet. C'est aussi l'exemple de celles qui sont utilisées par nos parents, les chasseurs. Dites-nous, y a-t-il une menace au Togo au sujet de ces armes? Vous allez constater que ces derniers temps, notre pays est perturbé en termes sécuritaires avec les attaques terroristes dont notre pays est l'objet, malheureusement, dans le nord du pays. Et le matériel utilisé, ce sont les armes légères et de petit calibre. Et au-delà de ces armes légères, il y a des engins explosifs improvisés qui malheureusement sont utilisés par les hors-la-loi qui fait des dégâts. Il y a aussi des menaces économiques. Lorsqu'il y a des déplacés internes, ça veut dire que si c'était des paysans, ils ont abandonné leurs champs, il n'y a plus d'agriculture, ça veut dire que c'est la famine qui va s'installer. Mais l'autre aspect aussi, l'aspect sécuritaire. Ça veut dire qu'il y a une certaine menace, une certaine psychose qui est créée. Selon certaines statistiques, la manifestation justement de ces armes, c'est les braquages. On en a connu dans la capitale Lomé. Et d'après les chiffres fournis par le ministère de la Sécurité, je crois que de 2021, au moins près de 500 millions de francs CFA ont été volés à partir des braquages. Il y a des menaces et ces menaces, il faut faire face à ces menaces. Et c'est en cela que non seulement notre commission, mais aussi le travail remarquable qui est effectué par le ministère de la Sécurité et celui du ministère des Armées à travers l'opération Koundiouari au nord du pays pour contenir l'avancée terroriste. Vous l'avez déjà entamé, transition toute faite. Qu'est-ce qui est fait au Togo? Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement qui est fait au Togo dans la destruction de ces armes? Oui, la destruction, c'est quoi? C'est l'élimination de ces armes. Bon, au niveau du système des Nations Unies, il y a plusieurs méthodes. L'élimination peut se faire par peut-être la découpe. Il y a des machines qui sont dédiées, qui servent à détruire cela. Il y a aussi le système plus ou moins traditionnel, le brûlage ou l'incinération. C'est ce que nous appliquons au Togo. Et grâce à cela, depuis, disons, 2000, 99-2000, même déjà en 2022, grâce à un projet dont le Togo était bénéficiaire, grâce au système des Nations Unies, à l'Union africaine et un partenaire REXA, c'est le Centre régional sur les armes légères dans la Corne de l'Afrique. Nous avons au Togo réussi à détruire au moins 2067 armes en 2022. Avant cela, il y avait 2048
armes qui avaient été détruites. Donc, en plus des armes proprement dites, il y avait aussi des munitions. Et plus de 10 000 munitions aussi ont été détruites à l'occasion. Et cela répond aussi à l'ODD 16, notamment la cible point 2, où on demande de réduire sensiblement la présence, la circulation illicite des armes légères de petit calibre. Et à présent, votre message à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre les armes légères. Si nous avons un message à l'endroit de la population, surtout étant donné que notre mission c'est d'amener la population à être consciente des dangers liés à ce phénomène, c'est que, par exemple dans nos quartiers, nous devons être notre propre soldat, en ce sens que nous allons servir de vecteur pour signaler tout cas suspect dans nos quartiers. Lorsqu'on constate des comportements indélicats, attirons l'attention des forces de sécurité. Même si c'est une arme de chasse, elle est dangereuse. Et inviter nos parents ou nos amis à aller se faire enregistrer auprès des préfectures. Dans chaque préfecture, je prends le Grand Lomé, il y a la préfecture du Golfe et la préfecture d'Agogne-Yévé. Si par exemple vous avez une arme, allez à la préfecture du Golfe ou bien à la préfecture d'Agogne-Yévé. Il y a une équipe technique qui est là. Vous présentez votre arme, on la prend, on relève les identités, on vous délivrera un récépissé. Vous repartez non seulement avec votre arme, mais aussi le récépissé. Au cas où il y aurait, par exemple, des opérations coup de poing, avec ce récépissé, vous êtes dédouané. Mais aussi il y a l'opération de marquage que la commission mène et avec une équipe technique d'agents de police, des forces de sécurité. Vous amenez votre arme, on la marque et on vous la retourne. Et c'est un moyen d'identification de l'arme. Et l'autre élément, c'est dans l'extrême nord, inviter aussi la population à ne pas servir de complice dans l'avancée du terrorisme. Il est aussi établi que malheureusement, certains de nos sœurs servent d'agents de renseignement à ces terroristes pour qui essaient de les localiser nos forces régulières. Ça, c'est très mauvais. C'est des actes qu'on doit prohiber, qu'on doit combattre. Et il est aussi ressorti que, à travers les vivres, on fournit le maïs, le haricot, ainsi de suite, à ces rebelles qui se nourrissent, qui se renforcent. Vous voyez que ces comportements, on doit les prohiber. Et l'autre élément aussi, c'est faire en sorte que si jamais on découvrait un engin qui est suspect, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer autour de nous, de signaler pour que ce soit les mains appropriées. Je vais leur parler des forces de sécurité qui puissent les analyser, essayer de les neutraliser. Ça rentre dans ce qu'on appelle les engins explosifs improvisés. Et c'est dangereux, ça cause la mort. Bon, disons, c'est ce message de sensibilisation, d'appel au patriotisme et à la civilité que nous invitons à ce que nous tous, nous puissions nous battre afin que notre pays, dont la sécurité est garantie, puisse être pérennisé. Paka Maza Jonas, merci. C'est plutôt nous qui vous remercie une fois encore pour l'opportunité. Les Échos du Palais, le sieur Pahene a été condamné par la cour d'assises de Kara à 20 ans de réclusion criminelle. Il a assassiné sa mère qu'il accuse d'avoir tué ses 2 filles. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Au cours de l'année 2002, le nommé Pahene quitte son village Pondachare dans la préfecture de Saint-Cassé pour une aventure en Côte d'Ivoire, laissant son épouse et 5 enfants à la charge de ses 2 parents. Entre 2008 et 2009, il perd 2 de ses filles qui sont inhumées en son absence. Le 19 avril 2009, Pahene rentre au village pour organiser les funérailles de ses 2 filles défuntes. Le 22 avril 2009, après les dites funérailles, profitant de l'absence de son père et de ses frères qui participaient à une réunion à l'école primaire du village, il interroge sa mère, la nommée Kondougué, à propos du décès de ses enfants. Convaincu par un charlatan qu'il a consulté en Côte d'Ivoire à la suite de ces événements malheureux que sa mère est à l'origine du décès de ses 2 filles, il assomme cette dernière de plusieurs coups de machette à la tête.
Elle succomba sur le champ. Il transporta alors le corps de la victime qu'il déposa dans la chambre de cette dernière avant d'annoncer lui-même la triste nouvelle à son père. Alerté, la brigade de gendarmerie du canton de Tembou l'interpella. Il sera donc déféré au parquet de Dapaon qui ouvra une information judiciaire pour homicide volontaire. Interrogé, Payene a reconnu les faits aussi bien en enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur. Et pour justifier son crime, il a estimé que la victime était à l'origine de la mort de ses deux filles et que c'est sous l'effet de la colère qu'il s'est vengé contre elle en lui donnant la mort. Les déclarations de l'inculpé ont été corroborées par le constat fait sur le corps de la victime qui portait de larges blessures aux tempes gauche et droite, une fracture au niveau du cou et de la mâchoire droite. Une perquisition de la chambre à coucher de l'inculpé a également permis de découvrir une machette, sûrement l'arme du crime, et un couteau caché dans la paille servant de toit à cette chambre. Les renseignements recueillis sur Payene lui sont favorables. Analphabète, il était parti en aventure en Côte d'Ivoire où il a travaillé comme métayer dans les plantations de café et cacao. Il est revenu dans son village très colérique et violent. Il reconnaît avoir consommé du cannabis pendant son séjour en Côte d'Ivoire. Accusé donc de meurtre sur sa mère biologique, un fait prévu et puni par les articles 169 et 170 du Code pénal, le nommé Payene a été condamné par la cour d'assises de Kara à 20 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. Pluriel, le magazine hebdomadaire. Ainsi se referme un magazine pluriel de ce samedi. Merci pour votre attention. Le rappel des titres: lutte traditionnelle et Vala édition 2024. Le lancement des festivités a eu lieu ce matin à Pia en présence du chef de l'État Forest Sozmna Nyazingbe. 3 accords de financement signés hier à Lomé entre le Togo et la Banque mondiale. Ces fonds seront injectés entre autres dans la transformation de l'administration et l'électrification du pays. Le Togo bénéficie de matériel de sécurité, un don de l'Organisation internationale de migration pour renforcer la sécurité dans la région des savanes. 2 invités dans cette édition. Notre premier invité, Paka Maza Jonas, secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. Il nous a parlé des actions menées par le Togo dans ce domaine. Notre deuxième invité, Abba Kimelabalo, président de Aplusia, il nous a fait l'état des lieux de la lutte contre la corruption. Vous avez également suivi dans cette édition les échos du palais. Restez à l'écoute, l'information continue. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg